connaissent pas, je vais peut-être aller assez vite si tout le monde connaît par cœur. Donc GEG, c'est une société d'économie mixte, avec un actionnariat finalement, comme son nom l'indique, mixte, public-privé. Donc les actionnaires publics de GEG, donc c'est Grenoble-Alpes Métropole, à hauteur de 33%, Ville de Grenoble à hauteur de 17%, et puis 10 communes d'Isère et de Savoie qui fonctionnaient en fait sous forme de régie d'électricité et qui ont fusionné avec GEG en 2018. Voilà, et puis actionnaires industriels, donc les principaux actionnaires industriels de référence, on va dire, c'est Engie, mais on a aussi EDF à notre capital, et puis Schneider Electric et des banques régionales. Donc GEG, c'est une entreprise locale d'énergie. Voilà, donc finalement, alors c'est connu à Grenoble, c'est pas forcément connu dans le système électrique français. On a un petit peu une spécificité dans le système énergétique français. Voilà, donc c'est une carte en fait qui montre un petit peu quand même qu'on est un cas certes un peu exotique, mais néanmoins pas rare parce qu'il y a un certain nombre d'ELD ailleurs en France. Certaines plutôt urbaines dans des grandes villes, donc Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Metz, Colmar. Un certain nombre d'ELD beaucoup plus rurales, donc c'est les deux gros, c'est autour de Poitiers, de Niort. Pas mal de sociétés coopératives en fait en Picardie et en région, au sud de la région Île-de-France. Voilà, et puis dans les pays de montagne, par tradition, parce que finalement il y avait de la production hydroélectrique, et donc finalement des communes qui avaient développé des réseaux autour de ces productions. Et dans les Alpes aussi un certain nombre d'entreprises locales de distribution. Alors l'histoire, pourquoi les entreprises locales de distribution? En fait, c'est des opérateurs qui n'ont pas été... Donc vous connaissez la loi de nationalisation d'après-guerre 1946 qui a créé EDF. Voilà. EDF dans lequel finalement ont été logés tous les acteurs privés de l'énergie. Et en fait, avant 1946, l'essentiel finalement des acteurs de l'énergie étaient des acteurs privés. Mais finalement, les outils qui étaient ou bien détenus par des collectivités locales, par le public, ou alors par des sociétés coopératives agricoles, hein, c'est le cas en Picardie, finalement n'ont pas été, sont restés dans ce giron-là, ont gardé leur statut et donc n'ont pas été nationalisés dans EDF. Donc elles assurent, ces entreprises, des missions de service public de distribution, donc réseau d'électricité, tuyaux de gaz, des missions de service public de fourniture, et notamment en France on a encore des tarifs réglementés des ventes, notamment en électricité, en gaz il y en a encore mais qui arrivent bientôt en extinction. Et puis des missions également de production d'énergie, et puis petit à petit des services énergétiques développés en fait autour de ces cœurs de métier énergie. Voilà. En taille, pour dimensionner les ELD, elles couvrent environ 5% des consommations françaises. Voilà. Il y en a 120 aujourd'hui en France. Et avec évidemment les collectivités locales qui sont des acteurs clés de ces entreprises locales, parce que déjà elles sont autorités concédantes, donc autorités concédantes, elles délèguent un service public et des missions de service public, parce qu'elles sont responsables des politiques locales énergétiques, et puis parce qu'elles sont aussi souvent actionnaires de ces entreprises, donc comme c'est le cas à Grenoble. Donc GEG, juste quelques chiffres pour donner un peu finalement, permettre d'appréhender qui on est. Donc on est une entreprise de 442 salariés, voilà, on va dire déjà une grosse PME, qui réalise, bon alors ça bouge tous les jours avec les prix de l'énergie qu'on a en ce moment, j'ai pas encore regardé le chiffre d'affaires qu'on va faire en 2022, mais voilà. 284 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et à peu près 10 millions d'euros de résultats nets consolidés en 2021. Ça, les chiffres clés qui permettent de positionner notre entreprise. Où est-ce qu'on se place finalement, où est-ce qu'on agit finalement? J'ai représenté finalement la chaîne de valeur des métiers de l'énergie. Donc, on produit l'énergie, puis on la transporte par des grands réseaux
on la distribue par des réseaux de distribution et puis on la fournit. Et ce qu'on appelle la fourniture, nous, c'est toute la contractualisation et la relation avec les clients finaux, donc les particuliers, les entreprises, les collectivités locales. Voilà. Finalement, alors tout le monde connaît bien des entreprises que j'ai placées en haut, finalement, qui sont les acteurs nationaux, voilà, ou alors en monopole, ou alors les plus importants sur le cas de la fourniture, parce que là, il y a des activités, ces activités-là sont en monopole, de transport, distribution, mais les activités de production et de fourniture sont ouvertes à la concurrence. Et nous, en fait, on fait de tout, à part du transport. Donc le transport, là, on n'est pas du tout sur cette maille-là. En revanche, on produit des énergies renouvelables, on distribue donc de l'électricité et du gaz, et puis on fournit de l'énergie, donc de l'électricité, du gaz, on vend de la chaleur aussi sur des contrats individuels. Voilà. Et avec finalement nos filiales, je pense probablement vous avez vu circuler à Grenoble, la plupart de nos voitures en fait sont marquées Greenalp, c'est l'équivalent du Enedis au niveau national, donc c'est les techniciens qui s'occupent des réseaux et qui prennent soin des réseaux et qui dépannent, etc. Donc c'est notre filiale réseau, et puis on a différentes entités pour exercer les différents métiers. Donc si je fais un petit zoom sur chacun des métiers, donc le métier de distribution, donc là c'est des réseaux. Finalement, je ne vais pas le lire, vous aurez l'info dans les docs, finalement ça parle assez bien sur la carte. Donc on est distributeur d'énergie en fait à Grenoble, mais on est aussi distributeur en Belledonne, donc sur des territoires où il y avait anciennement des régies d'électricité qui ont rejoint GEG en 2018. C'est le cas aussi autour de Saint-Marcelin, Vinay. Et puis en Nord-Isère, nous avons avec Territoire Énergie 38, donc qui est le syndicat départemental d'énergie du département de l'Isère, nous avons des contrats de concession pour la distribution de gaz en Nord-Isère. En fait, en termes de taille, on est le 6e distributeur d'électricité en France, le 4e distributeur de gaz. Mais finalement, quand on regarde, on est le premier mixte. En mixte qui fait les deux, électricité et gaz, il n'y a pas plus gros que nous. Sur la fourniture, donc ça c'est un métier qui occupe pas mal de monde chez nous, puisqu'il faut à la fois assurer la facturation de l'énergie, la contractualisation avec les clients, voilà, et ça, que ce soit au tarif réglementé de vente ou aussi des offres de marché, puisque les marchés, notamment entreprises, sont complètement ouverts à la concurrence. Et donc ça, on le fait à Grenoble, on le fait aussi en France entière. C'est pour ça qu'on met la Tour Eiffel, parce que notamment parmi nos clients, nous avons la Tour Eiffel voilà, qui cherche des contrats d'énergie verte et avec un vrai adossement à de la production verte, et qui donc a choisi GEG pour sa fourniture. Voilà, et puis nous sommes également producteurs d'énergie renouvelable, donc finalement carte de France, puis un petit zoom sur Grenoble. Voilà, aujourd'hui on a une capacité de production, et ça bouge tout le temps, donc fin 2022, on a une capacité de production de 320 GWh par an en ELEC. Pardon ? 320 GWh par an en ELEC et 22 GWh en biogaz. 70 projets actifs finalement, voilà, qui sont développés par les équipes à différentes phases de maturité sur toutes les filières. Donc on a un cœur de compétences sur l'hydroélectricité, on va dire c'est la spécificité et l'histoire locale, mais on fait aussi de l'éolien et du photovoltaïque. Alors j'ai un petit écran après, j'espère que ça va marcher, parce que c'est censé marcher en ligne. C'est pour vous montrer un peu ce que c'est plus concret, ce qu'on fait sur Grenoble. Bon, vous reconnaissez bien la photo de la métropole, avec finalement une illustration des centrales de production que nous avons autour de la région. Donc ça permet de voir qu'on a du solaire, qu'on a de l'hydroélectricité, qu'on a du biogaz, qu'on a du solaire sur bâtiment,
Voilà. Et du coup, si j'en prends quelques-uns, par exemple, si on regarde dans l'hydroélectricité, donc une des dernières centrales qu'on a construite en fait dans la région urbaine grenobloise, donc c'est la centrale hydroélectrique Fresnay-Bergès, voilà, le long de l'Amphi quasiment. Donc c'est une centrale qui finalement reprend un site de production historique d'hydroélectricité. Il y avait historiquement 3 centrales hydroélectriques, donc, et en 2015, on a remplacé cette chaîne de 3 ouvrages par un ouvrage plus gros et une seule hauteur de chute. Voilà, donc c'est une puissance de 4 MW, une production annuelle d'un petit peu moins de 20 gigawattheures. Voilà, donc nous c'est le type, je vais vous montrer la prise d'eau, donc ça c'est la prise d'eau, donc c'est sur la commune de Laval-en-Beldonne. Voilà, donc la prise d'eau avec une prise d'eau finalement donc sur un ruisseau, c'est un débit réservé. Là, l'eau qu'on voit s'écouler là, finalement, c'est ce qui est gardé dans la rivière pour assurer la continuité écologique, avec la passe à poissons pour permettre aux poissons de remonter la rivière. Là, ici, en fait, ici, on ne le voit pas, mais c'est la chambre de mise sous pression de la conduite forcée. Voilà, parce qu'en fait, nous, quasiment toutes nos centrales hydroélectriques, ce sont des centrales qu'on appelle de haute chute. Donc avec finalement ce qui compte, c'est un petit peu le débit, mais surtout la différence de hauteur d'eau, et avec des turbines, voilà, des turbines Pelton, c'est des turbines à cuillère un peu finalement quand on représente. Voilà. Et donc nous, c'est notre spécificité de développer ce type de centrale. Si je regarde dans le solaire, on peut regarder par exemple le parc photovoltaïque de Suville. Donc Suville, c'est sur le plateau de la Mure. Donc voilà, donc là on se représente bien le site. En fait, le site, c'est, alors pour ceux qui connaissent le plateau de la Mure, ce sont les anciens terrils houillés des mines de Suville. Donc finalement des délaissés, des terrains sur lesquels qui ne pouvaient pas être exploités finalement. Et donc du coup, de faire du solaire sur ce plateau et sur ce terrain, ça a permis de redonner, on va dire, une seconde vie énergétique à ce territoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est la plus grosse centrale au sol d'Isère, et on est en train de l'étendre en fait. C'est-à-dire que là, c'est 5 MW et on est en train de construire en fait 13 MW supplémentaires, donc sur les zones qu'on voit qui ne sont pas encore occupées. Qu'est-ce qui est remarquable aussi, peut-être regarder le biogaz. Donc le biogaz, la production de biogaz, c'est la station d'épuration d'Aquapol. Voilà. Donc station d'épuration d'Aquapol, donc avec 2 méthaniseurs qui sont là, donc qui permettent de finalement faire monter les eaux usées issues des premiers process avant le traitement de l'eau. Et donc finalement ce gaz ce processus de fermentation qui permet de produire du gaz, qui est ensuite du biogaz qui est épuré, voilà, de manière à avoir du méthane, et finalement d'enlever un peu les gaz parasites entre guillemets qui se trouvent dans ce biogaz, et injecter sur le réseau. Voilà, et donc là on voit l'unité qui permet de purifier le biogaz qui vient des méthaniseurs et les injecter sur le réseau. Et ça, c'est une production annuelle de 22 gigawattheures par an à Grenoble. Voilà, donc du coup, avec ce qui est intéressant aussi, en lien finalement avec les politiques énergétiques du territoire, et notamment les politiques énergétiques qualité de l'air, transport de la métropole, donc avec la mise en place de la ZFE, la favorisation des carburants alternatifs, voilà, le GNV et le bio-GNV, donc le gaz naturel pour les voitures, donc qui est une solution durable et qui permet de satisfaire finalement les contraintes de la ZFE, et donc du coup avec des stations que nous construisons également à Grenoble.
donc avec du GNV, du bio-GNV qui vient de Aquapol, pour pouvoir alimenter donc principalement des utilitaires, des camions, bennes ordures ménagères. Voilà. Voilà, donc ça permet finalement au-delà des chiffres de voir finalement ce qui est fait dans la région urbaine grenobloise. Et comme je vous enverrai le PowerPoint, vous pourrez voir, vous pourrez naviguer sur le site, vous aurez le lien. Regardez ces productions. Voilà, alors finalement sur le lien avec finalement la maille locale dans les politiques énergétiques finalement. Quelle est la place de la maille locale, pourquoi c'est important, pourquoi ça a une place clé en fait dans le monde et dans la régulation et dans la politique de l'énergie aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir qu'autour de l'énergie et qui encadre finalement les sujets énergétiques, il y a tout un millefeuille législatif, réglementaire finalement, qui encadre et qui parle des sujets énergie. Voilà, donc il y a différentes lois qui ont bougé les choses. Il y a la loi MAPTAM, donc c'est la loi de métropolisation qui a donné plus de pouvoir et notamment les compétences énergie aux métropoles et donc qui a eu un rôle très important à Grenoble. Il y a la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a également donné plus de rôle aux collectivités locales, la loi NOTRe aussi. Voilà, donc finalement beaucoup de textes ces dernières années qui finalement législatifs qui ont donné plus de rôle aux collectivités locales. Beaucoup de planification du coup en résultante aussi de ces textes qui existent à différentes échelles. Voilà, donc j'en ai cité quelques-unes, mais voilà, il y a au niveau de l'État donc la stratégie nationale bas carbone. Il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc c'est la PPE. Au niveau des régions, il y a des SRADET, donc c'est des schémas régionaux d'aménagement et d'énergie renouvelable, qui donnent le cadre finalement de développement au niveau d'une région et une ligne directrice sur le développement des énergies renouvelables. Et puis au niveau des métropoles, il y a les schémas directeurs de l'énergie. Donc toutes ne l'ont pas encore fait. Grenoble a un schéma directeur de l'énergie depuis 2017, je crois. C'est ça. Voilà, depuis 2017. Voilà. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a tout un schéma de planification énergétique avec plein d'objectifs à 2050, à 2030. Voilà, tous ne sont pas encore forcément cohérents entre eux. Et puis il y a beaucoup de planification. On se rend compte à chaque fois qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a quand même du mal à être sur les trajectoires des planifications finalement qu'on s'est fixées. Les collectivités locales donc, ont vu leur rôle renforcé ces dernières années par les différentes réglementations. Vu de moi, je pense que c'est fondamental. Parce qu'en fait, alors ce que j'appelle les gisements de transition énergétique, finalement, ou ce que j'appelle gisements, c'est les leviers qu'on peut actionner finalement pour aller vers la transition énergétique. Et quand je dis transition énergétique, c'est sobriété énergétique, efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable. Et finalement, ces gisements, ils sont quand même essentiellement, au final finalement, quand il faut les réaliser, les faire, les mettre en œuvre, ils sont quand même essentiellement locaux. Et donc finalement, c'est important, vu de moi, que le local finalement soit, j'ai le mot anglais, mais voilà, ait le pouvoir finalement de jouer et de pouvoir agir là-dessus, parce qu'au final, les leviers et les actions concrètes sont essentiellement locales. Au niveau des enjeux, sur finalement un peu ces enjeux de planification, de maille énergétique. J'en ai listé 4. Donc le premier pour moi, c'est la difficulté finalement à faire le pont entre des objectifs de long terme et puis la réalisation à court terme. Donc aujourd'hui, on a plein de plans. Alors là, j'ai mis un petit extrait de la programmation pluriannuelle de l'énergie, par exemple. Donc c'est vraiment une synthèse des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, donc c'est les objectifs à 2028
L'objectif sur la part des renouvelables, par exemple, dans la consommation finale d'énergie d'origine renouvelable, c'est 33% en 2028. Et aujourd'hui, en 2020, on était à 19,1%. Donc finalement, voilà, déjà très très loin de points de passage et d'objectifs qui sont fixés. Et quand on regarde le point de passage à 2023, si on devait être sur le point de passage 2023 de la PPE, qui pourtant est le cadre légal de développement des énergies en France, on devrait, donc j'ai regardé tout à l'heure et j'ai pris des notes, il faudrait développer 40% d'éolien en plus que ce qui est déjà installé et quasiment multiplié par 2 le solaire pour être à l'objectif de 2023 qu'on a dans la PPE. Voilà. Donc d'où cet enjeu de faire le pont entre des plans et la réalisation, il est super important. Et objectivement, aujourd'hui en France, on n'y est pas vraiment. Autre enjeu clé, c'est l'enjeu de faire le lien entre des acteurs, fédérer les acteurs pour assurer une cohérence territoriale. Ce que je mets finalement sous le titre, un petit peu de sujet de gouvernance de la transition, parce que finalement, tous les projets et tous les sujets de la transition énergétique nécessitent l'implication de différents acteurs locaux, peuvent impacter le citoyen, des entreprises, des collectivités locales, etc. Et parfois, ça peut être difficile de l'imposer de haut ou de dire il y a un plan, il y a un objectif, il faut y arriver, etc. Finalement, ça suppose de réussir quand même à trouver des négociations locales et de pouvoir trouver des ajustements et pour pouvoir construire finalement des projets qui font sens. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire la transition. Et ça, je suis convaincue que du coup, l'intérêt d'être une maille plus locale, alors après, sans forcément savoir exactement quelle est la taille de la bonne maille, mais pouvoir avoir des mailles plus courtes finalement de négociation entre l'intérêt général, les intérêts particuliers de chacun, c'est important parce que c'est ce qui permettra au final d'être concret et puis de résoudre aussi justement ces questions d'acceptabilité, notamment par exemple quand je parle sur les énergies renouvelables, voilà, où quelque part les gens pour accepter les projets finalement ont besoin de trouver du sens aussi local autour de ces projets. Troisième enjeu vu de moi sur ce sujet de la maille des politiques énergétiques, je pense que l'intérêt de la maille locale aussi, c'est de pouvoir avoir une vision systémique. Quand je dis vision systémique de l'énergie, c'est une vision multi-énergie des sujets. Voilà, par exemple, finalement, à Grenoble, on parle entre nous, chaleur, gaz, élec, les élus finalement, les autorités concédantes, pareil, sont les mêmes. Donc il y a un dialogue et une réflexion qui peut se nouer, alors que finalement, quand on voit finalement la manière dont sont pensés les sujets énergétiques à la maille nationale, c'est lié aussi en fait avec notre organisation, avec des très grandes entreprises. On raisonne plutôt par silo. Il y a le silo électricité, le silo gaz. Je pense pas qu'il y ait un silo chaleur, mais en tout cas, il n'y a pas trop de pensée complexe, transverse. On est plutôt sur des chapelles et des silos et des difficultés parfois à voir les enjeux globaux au niveau énergétique. Et c'est important de travailler ce point-là parce que finalement, on sait que d'ici 2030, 2040, 2050, il va y avoir des transitions importantes entre énergies. Alors notamment à Grenoble, ça va être le cas entre le gaz et la chaleur. Le gaz va baisser, la chaleur va monter. Et donc c'est important de penser finalement cette coordination et cette conjonction de trajectoires finalement pour trouver les meilleures solutions possibles pour le territoire. Voilà, et puis en fait, quatrième point, ah oui, donc j'avais mis la négociation, mais finalement je l'avais déjà dit dans la gouvernance de la transition, donc je ne sais pas pourquoi j'avais mis une quatrième idée, mais en gros ça rejoint le deuxième point que je disais, l'importance de la négociation, de pouvoir construire finalement la part des choses entre intérêt général, intérêt particulier de chacun,
sans rester du coup sur des statu quo parce que finalement les intérêts particuliers de chacun sont trop élevés et que du coup concrètement on n'avance pas sur les plans et les objectifs qu'on s'est fixés. Avant de passer la parole à Franck, donc les spécificités de la gouvernance des politiques énergétiques à Grenoble, donc la maille finalement politique essentielle, c'est l'échelon métropolitain. Depuis la loi MAPTAM, et puis il y a certainement d'autres lois aussi que je connais moins sur le secteur des déplacements. Voilà, finalement, la métropole, c'est elle qui détermine un plan air, énergie, climat, qui vote un plan local d'urbanisme intercommunal, un plan de déplacement urbain, un schéma directeur de l'énergie. Et donc tout ça, forcément, c'est des choses qui drivent derrière les usages et les choix énergétiques. Voilà, y compris du coup finalement, voilà, nous quand on voit que du gaz au biogaz, on est passé au bio-GNV, la mobilité, voilà, on voit que finalement il y a des sujets, l'énergie est aussi un sujet transverse et que finalement des sujets d'enjeux de politique de déplacement, de qualité de l'air finalement touchent aussi les énergéticiens. Voilà, et donc finalement avec un double rôle, et ça c'est vraiment la spécificité en fait à Grenoble pour les collectivités locales, parce que finalement les collectivités locales ont à la fois un rôle d'autorité concédante, mais ça comme partout en France, hein, c'est les collectivités locales qui sont concédantes et donc qui gèrent en fait et qui maîtrisent en fait la délégation de services publics sur les réseaux d'énergie. Mais en revanche, ce qui est particulier à Grenoble, c'est que finalement les collectivités locales ont aussi un rôle d'actionnaire d'entreprises locales, donc que ce soit GEG pour le gaz et l'élec, mais la CCAG pour le réseau de chaleur. Voilà, et du coup, finalement, avec plusieurs caractéristiques, donc forcément en tant qu'actionnaire, du coup, les collectivités locales fixent aussi les orientations stratégiques d'un opérateur pour le coup industriel, parce qu'on est un opérateur industriel avec d'autres moyens, d'autres compétences que des services d'une métropole ou d'une collectivité locale. Et donc ça peut être un levier d'action concret pour la mise en œuvre de politiques. Et puis dans l'autre sens, les collectivités locales aussi, elles peuvent bénéficier d'une compétence d'un opérateur industriel comme nous, finalement, qui avons aussi notre propre capacité d'initiative, qui vivons sur des marchés ouverts, qui voyons la concurrence, qui innove et qui du coup peut être force d'innovation aussi et d'apport pour le territoire. Voilà, et donc finalement quand je cite quelques exemples de synergie hein, sur cet axe-là, voilà, j'avais envie de citer Métro Énergie, donc qui est l'outil support de la métro qui est le service public de la donnée énergétique en fait, hein. Donc c'est un outil, c'est une plateforme qui permet à tous les usagers de Grenoble qui ont des compteurs communicants de suivre sur une plateforme unique finalement l'ensemble de leur consommation. Parc au sol, donc c'est des installations d'ombrières solaires sur les parkings relais du SMTC, enfin le SMAG maintenant, voilà, dont d'ailleurs la métropole est actionnaire aussi, voilà, donc ce qui illustre aussi la capacité finalement de faire des montages à chaque fois différents. Et puis le GNV, le gaz naturel du véhicule, j'en ai parlé finalement, qui a pu se faire aussi que parce que les collectivités locales avaient une politique forte, assumée, ambitieuse, mais notamment de conversion de flotte de véhicules au gaz naturel véhicule et au bio-GNV, donc qui ont permis d'amorcer une boucle vertueuse d'équipement de stations. La compagnie de chauffage, c'est une entreprise qui a été créée en 1960 autour d'une compétence qui a été la constitution d'un réseau de chauffage urbain. C'est devenu le second réseau de chaleur de France de par sa taille et ça le reste encore aujourd'hui, même si ce domaine, ce secteur d'activité évolue beaucoup et on voit certaines agglomérations, je pense à Lyon, étendre massivement leur réseau de chauffage. Donc second réseau de chauffage, 215 salariés, 5 sites de production et environ 105 millions de chiffre d'affaires cette année.
Alors les chiffres d'affaires, ça ne va plus lui dire grand-chose avec le contexte énergétique parce qu'ils sont très fluctuants et en fait extrêmement liés au prix de l'achat des énergies primaires. En gigawattheure, c'est quoi? Alors en gigawattheure, c'est un peu moins de 9, c'est un peu plus de 900, un peu moins d'un térawattheure d'énergie distribuée en chaleur. Par contre, évidemment, les pertes thermiques du réseau nous conduisent à livrer définitivement à l'usager dans la sous-station 760 gigawattheures, à peu près. Donc une entreprise publique, je reviendrai sur l'actionnariat plus tard, qui bien sûr s'inscrit pleinement dans les compétences, et peut-être encore plus que le domaine de l'électricité, dans les compétences qui sont exercées par les collectivités locales, parce que comme les services d'eau finalement et d'assainissement, les réseaux de chauffage urbain sont essentiellement des équipements publics, communaux ou intercommunaux, et là au cas d'espèce, maintenant c'est un équipement intercommunal puisque l'ensemble du patrimoine a été transféré à la métropole de Grenoble. Donc notre action, elle s'inscrit essentiellement dans le cadre d'un contrat qui est structuré et décidé par les collectivités locales et là au cas d'espèce par la métropole de Grenoble. Donc nos objectifs s'inscrivent bien sûr dans ce contrat, elles préexistaient, hein, elles sont aussi le fruit de l'histoire et de l'exercice de cette compétence avant la loi MAPTAM par la ville de Grenoble et par les communes qui avaient confié différentes délégations à la CCIAG. Et donc bien sûr l'orientation c'est le coût, livrer une énergie thermique au meilleur coût possible, avoir une approche multi-énergie au moins dans les énergies qui servent à produire la chaleur, et c'est réduire les émissions de CO2 puisque les réseaux de chauffage urbain à la base fonctionnent sur une réaction exothermique, on brûle quelque chose et donc on produit du CO2 au passage. Donc rapidement l'actionnariat, de la société c'est 52% Ville de Grenoble, 42% d'Altia SA qui est une filiale d'EDF, donc on retrouve toujours les grands énergéticiens malgré tout dans les structures, et 6% la métropole de Grenoble avec des enjeux de mouvement d'actionnariat, ville, métropoles qui sont en discussion du fait de la loi, notamment de la loi MAPTAM. Les grands secteurs d'activité, donc cette société elle s'est développée autour d'un premier pan d'activité qui était la production de chaleur et la distribution de froid. Rapidement, finalement, dans les années 70, l'idée d'interconnecter l'incinérateur de Grenoble avec le réseau de chaleur pour récupérer la chaleur fatale a vu jour, et donc depuis 70, la CCIAG gère l'incinérateur de Grenoble sur une base contractuelle qui est maintenant un marché public, donc on est régulièrement remis en concurrence sur ce secteur-là d'activité. Nous avons développé en appui avec le fait de distribuer de la chaleur des services en efficacité énergétique, c'est-à-dire une capacité à intervenir à l'aval des sous-stations de livraison de chaleur. Ce secteur, on essaie de le faire évoluer pour appréhender finalement d'autres domaines qui sont les petits réseaux de chaleur ou des équipements techniques à plus forte valeur ajoutée. Et puis on a aussi une démarche de conseil auprès des collectivités à travers des marchés. Donc on répond à des appels d'offres, d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre pour construire des équipements thermiques pour les collectivités. Alors, par exemple, on construit le petit réseau de chaleur de Pont-de-Claix en ce moment, avec d'une part un marché de travaux et puis d'autre part un contrat d'exploitation pour cette année pour la ville, la métropole de Grenoble. Alors je vais passer très rapidement sur les caractéristiques du réseau de Grenoble.
100 000 équivalents logements, c'est 117 km de réseau. Et c'est finalement une répartition 58% résidentielle, mais on a aussi beaucoup de secteurs liés à l'industrie, la santé et l'enseignement, le tertiaire. Donc ça représente une part importante de la population grenobloise et de ses environs qui est chauffée par le réseau de chauffage de l'agglomération. Vous voyez le périmètre. Donc on est sur un réseau qui est intercommunal, avec un fort développement bien sûr sur la ville de Grenoble, mais aussi sur les villes limitrophes à la ville de Grenoble. On a des outils de production qui sont de plusieurs natures, qui sont répartis sur le territoire, et les caractéristiques de ce réseau, c'est d'être maillé, un peu comme l'est un réseau d'eau potable, et donc de pouvoir faire circuler l'eau à la maille de l'ensemble de l'agglomération très dense de Grenoble. Alors on a bien sûr des engagements, je passe assez vite, c'est essayer de mettre en place des dispositifs, c'est-à-dire chauffer la ville en limitant nos impacts, et notamment les impacts liés au rejet de CO2. Sur ce sujet-là, une des caractéristiques du réseau de Grenoble, c'est de s'appuyer sur un mix énergétique qui est déjà fortement décarboné. Ça fait 8 années de suite que nous obtenons l'éco-label réseau vert, donc au niveau national, qui est délivré par l'ADEME. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a un socle solide qui est lié à la récupération de l'énergie fatale de l'UIVE, de l'usine d'incinération. Et on a aussi une part bois qui a cru au fil des années dans le gisement et qui permet de chauffer en grande partie l'agglomération. Alors on garde les vestiges de l'histoire industrielle du territoire, hein. Il reste encore du charbon, vous le voyez, donc l'objectif c'est de supprimer cette énergie au cours de ce mandat. Bien sûr on utilise du gaz naturel, on récupère de l'énergie fatale auprès d'industriels, mais ce que je peux dire c'est que le socle essentiel du service repose sur le bois et la récupération de l'énergie fatale de l'UIVE. On voit l'évolution du service au fil des années, l'usage des énergies fossiles, l'extension du réseau dans le temps, qui requiert de plus en plus d'énergie fossile, et puis la mutation vers l'ENR et les énergies renouvelables depuis finalement les années 95. Et donc on peut dire que le réseau était précurseur sur ce sujet-là, sur ces thématiques, puisque ce sont des thématiques qui sont devenues de plus en plus prégnantes. L'objectif, c'est bien sûr de conduire cette politique en respectant la qualité de l'air, puisqu'on est dans un territoire, et Grenoble est particulièrement marqué par sa géographie et par les enjeux de qualité de l'air. Je vais aller assez vite sur les sujets de positionnement, je vous en ai parlé, le classement du réseau, la diminution des rejets de CO2 fossile, l'écolabel, le mix énergétique qui est important. Alors tout ça s'appuie sur une filière bois avec une volonté de s'approvisionner dans les 70 à 100 km autour du périmètre d'utilisation. Donc les ressources en bois sont essentiellement iséroises. Et c'est un véritable métier d'approvisionnement maintenant au sein de l'entreprise, puisqu'on consomme jusqu'à 140 000 tonnes de bois par an, bois plaquettes forestières, mais aussi beaucoup de bois de récupération, ce qu'on appelle du bois SSD, les palettes. On espère, et la métropole va réinvestir sur une des usines pour récupérer ce qu'on appelle le bois B, le bois déchet, et donc redonner un dernier cycle de vie à ce bois pour le retransformer en énergie plutôt que de l'enfouir ou de le laisser partir en dehors du territoire national pour être recyclé, notamment en Italie ou en Belgique. On devrait pouvoir récupérer ce gisement pour chauffer l'agglomération. Sur les modèles
modèle de construction d'usine, un focus sur la dernière usine mise en service, propriété de la métropole réalisée sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la compagnie de chauffage. Donc on a mis en service cette usine en 2020-2021. Elle a presque démarré tout de suite. On a eu les petits aléas du Covid qui nous ont freinés, mais pour autant, l'usine a très bien démarré et elle produit aujourd'hui 183 gigawattheures de chaleur et surtout 37 gigawattheures d'électricité. Ça permettra de faire la transition très rapidement sur l'agglomération grenobloise. On a récupéré la chaleur des incinérateurs. C'est pas quelque chose d'intuitif, c'était pas fait sur le territoire. Par exemple, à Lille, ça vient seulement de se faire depuis 2 ans. Je vous ai parlé des services en efficacité énergétique, peut-être parler de la stratégie d'innovation. Donc on travaille aussi avec des partenaires sur comment décarboner définitivement les réseaux de chaleur. Alors, on a des partenaires institutionnels, par exemple pour les financements, nous sommes financés par la BEI. Je pense qu'après, je vais vous présenter des partenaires avec lesquels on travaille en R&D. On a beaucoup travaillé avec le CEA. On a une convention de recherche et développement avec le CEA qui nous a permis de mettre en place, par exemple, des outils de monitoring des réseaux et de pilotage des réseaux par intelligence artificielle. On a des partenariats avec d'autres réseaux de chaleur. Quelques exemples innovants, on essaie aussi de sortir d'une logique trop industrielle et trop centrée sur le métier pour aussi travailler à la maille parfois du quartier ou de l'écoquartier. Donc sur le quartier de Flaubert, on a mis en place des systèmes de production locale d'énergie à partir de photovoltaïques et notamment surtout de photos thermiques, à partir d'équipements de stockage de chaleur au pied d'immeubles. Voilà, je pense qu'on a fini pour la présentation et je vais pouvoir... Alors peut-être que je pourrais ouvrir sur les sujets qui sont les sujets qui peuvent nous amener de plus en plus à travailler avec GEG. Le premier sujet, on l'a vu, on est de gros consommateurs d'énergie primaire, finalement. Alors l'énergie primaire, c'est le bois, et ça peut être aussi le gaz. Et donc là, nous sommes aussi des producteurs de chaleur. La CCIAG a produit à travers des turbines de cogénération à peu près 58 gigawattheures d'électricité. Et donc on est finalement, alors qu'on était un peu côte à côte, parfois concurrents sur un même territoire, avec les mêmes actionnaires, puisqu'on délivrait tous les deux un service énergétique au pied de l'immeuble, on se rend compte qu'on est amené de plus en plus à travailler ensemble pour aborder le sujet énergétique de façon plus systémique et globale. Alors ça peut passer par quoi? Ça peut passer par le fait de dire pour alimenter le réseau de chaleur, on pourrait vouloir utiliser davantage de biogaz par exemple. Ça peut être d'autres sujets qui sont de dire mais finalement pour tel service énergétique à tel endroit, on serait intéressé par le fait d'avoir de l'électricité verte pour alimenter le service. Ça passe aussi par le fait de ne pas être en concurrence sur des investissements aux mêmes endroits du territoire. Que dire d'autre, Christine? Qu'est-ce qui nous amène à travailler ensemble? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà ce que moi je pouvais vous présenter pour la maille locale sur les réseaux de chaleur. J'espère. Bon, merci beaucoup à nos deux conférenciers pour ces exposés qui sont vraiment très riches et denses. Et il y a sûrement beaucoup de questions qui peuvent être posées à partir de là. Qui est-ce qui voudrait commencer éventuellement à une première question? Oui. Bonjour, disons toute bête, c'est quoi un équivalent logement? Alors, l'équivalent logement, c'est quand vous chauffez un commerce ou quand vous chauffez une piscine, finalement, on a peut-être besoin d'un étalon, d'un mètre à talon pour savoir à peu près ce qu'on est en train de chauffer. Donc, un recalcul pour dire
globalement, ça correspond à un équivalent logement, sachant qu'une piscine, c'est bien sûr, il y a plus d'équivalent logement qu'un logement simple. Le logement de base qu'on utilise en référence en termes de chauffage, c'est le T3. Voilà. Et c'est en pointe ou en conso annuel? C'est en conso annuel pour moi. Bertrand? Oui, merci d'être là tous les deux. Et dans le contexte actuel où on a l'impression de rien comprendre à ce qui se passe sur l'énergie, ce serait bien d'avoir un peu votre expertise pour nous aider à comprendre un peu sur cette folie un peu des tarifs. Et puis du coup, comme vous êtes tous les deux vos entreprises, des producteurs d'énergie, est-ce que vous faites des super profits et qu'est-ce que vous en faites? Je commence. Tu peux commencer, après, nous on est plus à l'aval, on n'est pas sur de l'énergie primaire, on va dire, on est sur de l'énergie transformée. Ben en fait, au niveau de l'énergie, fondamentalement, on a une double crise en ce moment en Europe. On a d'abord une crise gazière, voilà, donc qui s'est vraiment accélérée depuis février 2022, mais qui avait déjà un petit peu commencé en amont parce que ça faisait en gros depuis à peu près un an que la Russie, on va dire, jouait sur le robinet des tuyaux de Nord Stream, voilà, n'avait pas rempli les stockages de Gazprom en Europe. Donc finalement, il y avait déjà une tension en fait qui montait géopolitique en fait finalement autour du gaz. On sentait que c'était un levier pour mettre de la pression. Depuis combien de temps? Ça, c'était depuis, en fait, en gros, on l'a vu depuis mai-juin 2021. Ah oui. Voilà, donc c'était avant l'été. Finalement, c'est la période de remplissage. En gros, le gaz, finalement, c'est très différent des LEC, parce que les LEC, en gros, il y a un petit peu de stockage, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et vraiment, c'est une industrie de pointe. Il faut assurer la demande et il faut assurer la demande à la pointe. Le gaz, il y a des tuyaux qui eux-mêmes finalement stockent un facteur une capacité de stockage. Il y a des stockages. Et donc du coup, c'est une énergie qui se consomme essentiellement en hiver et puis en période d'été finalement se stocke. Voilà. Et en gros, avant l'été 2021, finalement, en gros, ce qui s'était passé, c'est que la Russie Gazprom a des droits de stockage sur certains stockages en Europe. On avait constaté qu'ils ne remplissaient pas en fait ces stockages. Donc du coup, on était déjà un peu tendu en septembre-octobre 2021. Et à chaque fois qu'il y avait des annonces de panne sur Nord Stream ou des tensions sur Nord Stream 2 aussi, sur la mise en service de ce pipe, voilà, des tensions sur les prix. Donc il y a le géopolitique, après il y a aussi l'économie. Il y avait aussi la reprise en fait économique mondiale en fait suite à la crise Covid. En gros, tout le monde avait fait un peu des pauses sur des investissements. Voilà, la demande est repartie très très forte, notamment en Asie, qui est très consommatrice de gaz, notamment de gaz par méthanier, donc du gaz naturel liquéfié. Et donc du coup, finalement, il y avait une compétition aussi sur le gaz par méthanier entre l'Asie et l'Europe, qui fait que le gaz en Europe et en Asie a monté aussi en prix, ce qui n'est pas le cas du tout aux États-Unis. Alors maintenant, ça a commencé à monter un peu, mais les États-Unis, peut-être même premier producteur de gaz au monde aujourd'hui, mais ça, il me semble que peut-être que Patrick sait mieux que moi. Ils n'ont pas du tout ces problèmes de prix en fait de gaz aux États-Unis, quoi. Voilà, donc c'est déjà une crise gazière en fait. Il y a déjà une crise gazière qui faisait que les prix avaient déjà atteint des pointes même à l'automne l'année dernière. Voilà. Et à ça, c'est rajouté, et ça c'est spécifique à la France, le sujet des indispos du nucléaire. Alors finalement déjà, parce que, et finalement qui sont de nature, parce que sur les indisponibilités du nucléaire, il y avait du programmé en fait. Il faut savoir que finalement, il faut se souvenir qu'il y avait une époque, EDF avait construit 6 ou 8 centrales nucléaires par an et qu'en gros elles arrivent toutes à faire leur visite décennale à peu près en même temps. Donc et en fait là on est en plein dans la période, voilà. La période Covid qui avait finalement gêné ou interrompu, on va dire, les programmes de maintenance, donc du coup des retards cumulés. Et puis ce fameux problème dont tout le monde a entendu parler, de détection de problèmes de corrosion sous contrainte sur certains circuits primaires de certaines centrales,
qui fait que finalement il y a beaucoup, la capacité de production nucléaire n'est pas du tout au rendez-vous en France en ce moment, et ça risque d'être compliqué encore pour 2023, 2024. Voilà, EDF la semaine dernière a annoncé ses prévisions de production nucléaire pour 2024. Donc ils ont annoncé une fourchette de 315 à 345 gigawattheures. L'année dernière, EDF a produit 360, et on va dire dans les belles années, c'était toujours plus de 400 TWh par an. Donc voilà, on voit quand même la baisse. Voilà. Et donc tout ça, la tension sur le gaz fait que les prix du gaz montent. Aujourd'hui, le prix du gaz pour 2023, il est pas loin de 200 € du mégawattheure, hein, donc c'est une hausse très importante, hein, parce que avant la crise Covid, il était à 16-17 € du mégawattheure. Donc c'est vraiment un facteur fois 12-13 par rapport au prix du gaz qu'on connaissait finalement, et sur lesquels toute l'industrie finalement fonctionne, fait ses prix, etc. Et puis, du coup, ces prix du gaz se répercutent sur l'électricité. Voilà, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, quand je parle de la disponibilité du parc nucléaire, donc finalement, je crois qu'il n'y a pas un moment en France, même en plein mois d'août à 3h du mat', on n'a pas fait fonctionner nos centrales de gaz. Il n'y a pas un moment où on n'importe pas de l'énergie d'Espagne, d'Angleterre ou d'Allemagne, et parfois les trois en même temps, quoi, hein. Donc du coup, forcément, une structure de coût qui était plutôt, on va dire, relativement indépendante des énergies fossiles, du coup, on se retrouve avec un coût de l'élec qui se retrouve directement impacté par l'énergie fossile, par le coût du gaz, hein, typiquement. Voilà, y compris EDF. En fait, EDF finalement a eu des imprévus sur ses dispos, donc forcément ça veut dire qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas dans leur salle d'achat, mais forcément ils doivent racheter de l'électricité produite à partir du gaz aux Espagnols, aux Anglais, aux Allemands, voilà. Donc du coup, les prix d'électricité qui ont monté, et les prix d'électricité qui ont encore plus monté en France, parce que finalement, en gros, schématiquement, le prix de l'électricité, c'est à peu près 2 fois le prix du gaz, plus une demi-fois le prix de la tonne de CO2, parce que pour produire 1 mégawattheure d'électricité à partir de gaz, globalement, il faut 2 mégawattheures de gaz, et puis il faut une demi-tonne de CO2. Donc, alors c'est un raccourci, hein, les rendements sont beaucoup meilleurs que ça, mais grosse maille, ça permet de faire un ratio, donc finalement, c'est pas étonnant que les LEC, elles soient 2 fois 200, plus, le CO2, il est pas mal tombé en ce moment, plus 40, donc soit plutôt dans les 450-500 € du mégawattheure. Bon, il se trouve qu'en France, il est encore largement plus élevé parce qu'il y a une prime de rareté et un risque qui est perçu sur la dispo d'électricité. Donc du coup, en France, on est encore bien plus élevé que ce prix adossé au prix du gaz. Voilà, et là, j'en parlais à Jean-Jérôme tout à l'heure à l'entrée. Là, en fait, le prix de la pointe pour le mois de décembre en électricité, hein, la pointe, c'est 8h-20h les jours de semaine. Et en ce moment, il s'échange à 2500 € du mégawattheure. Enfin, donc c'est des prix qui sont juste... alors qu'en Allemagne, il s'échange à 800 € du mégawattheure, donc ça montre bien la prime de risque. Le prix avant, il était plutôt de 50. Avant, le prix il était toujours autour de 50 € du mégawattheure. Alors, parfois, il y avait des petites pointes en décembre, mais c'était pas... Mais en 2020... Voilà, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc on est vraiment sur une logique de prix... c'est voilà, donc un peu ce qui explique la logique de prix compliquée du moment. Et alors ça peut paraître un peu théorique parce que nous, on est opérateur, on est expert d'énergie, etc. Mais c'est en train de... ça a aussi des conséquences forcément au niveau des clients finaux. Alors, pas les clients particuliers ou pas beaucoup, parce que... il y a le bouclier tarifaire en électricité et en gaz. Il y a des annonces, la Première ministre a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait des hausses de 15% sur l'électricité et le gaz, mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu de bouclier, ça aurait été presque x2 sur les tarifs. Donc voilà, donc les particuliers, les petits professionnels disposent de ces mécanismes-là. Mais pas les entreprises. Les entreprises n'ont pas ces mécanismes de protection. Et du coup, aujourd'hui, les entreprises
qui sont en situation de renégocier, de renouveler leur contrat, finalement font face à des hausses de prix très très importantes, mais ce n'est pas des hausses de prix 50%, enfin, on parle de multiples de la facture par rapport à la facture habituelle. Voilà. Alors, nous, à Laval, nous sommes utilisateurs de ces énergies primaires. C'est le plus fort peut-être. Nous, à Laval, nous sommes utilisateurs de ces énergies primaires. Donc, c'est des retournements de situation qui sont très violents. Alors, l'économie, globalement, d'un réseau de chauffage, je vous l'ai expliqué, c'est une délégation de services publics. Donc, vous contractualisez avec des indices, un équilibre de marché. Finalement, le métier qu'on est en train de faire, c'est le même métier que fait un Veolia dans l'eau ou un Suez dans l'assainissement. Voilà, on gère des contrats qui sont des gros paquebots avec un équilibre et une rentabilité de longue durée négociée avec la collectivité et le tarif est répercuté à l'usager. Donc ces contrats, ils sont souvent basés malgré tout sur une projection d'un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans un tunnel avec des règles d'équilibre. Et là, force est de constater que les mécanismes qu'on a ou les mouvements qu'on a sont très violents et mettent sous tension même la nature du contrat qu'on a. Est-ce que le contrat il reste soutenable, viable? Voilà. Donc on vit un peu au jour le jour sur une situation, je dirais, sur le plan contractuel et de la rentabilité de l'entreprise. Donc je réponds super profit. On vit un peu dans une situation au jour le jour de dire bon, jusqu'où le contrat tient et est suffisamment robuste pour, si les charges montent, j'arrive à avoir un produit. Et est-ce que mon produit d'ailleurs reste soutenable vis-à-vis de l'usager sans poser un problème politique en termes de prix? Un problème économique aux concitoyens et puis deux, un problème politique auprès de nos décideurs locaux. Alors donc, nous sommes les utilisateurs finaux et le mouvement il est très brutal. Moi, quand je suis arrivé, le contrat avait été calé avec un prix du gaz autour de 35 € et le prix du gaz il était à 5 €. Donc, concurrence de plein fouet du chauffage urbain vis-à-vis de gens qui sont avec des chaudières gaz, qui disent mais moi je ne vais pas me raccorder, votre tarif, c'est un peu de prix variable puisque vous avez il faut bien mettre des réactifs dans le système, et puis c'est beaucoup de prix fixe puisque en fait vous êtes une industrie de réseau et le réseau il faut le payer, et ça c'est une prime fixe d'abonnement. Donc ça a été un passage 2020-2021 plutôt dubitatif au sein de l'entreprise puisqu'on n'avait jamais vu le gaz s'effondrer aussi bas. On est tombé à 5 € pour un prix qui était à 35 €. Et c'était même moins cher que le bois quelque part. Et puis depuis, donc, ça pouvait nous interroger même sur les choix et de la soutenabilité sur le long terme. Et puis finalement le mouvement a été retourné, la table a été retournée très très vite en 2021, c'est-à-dire qu'on a très rapidement en 2021 retrouvé un positionnement concurrentiel et tarifaire bien plus profitable que le gaz, avec l'effet retard, c'est-à-dire que les gens ont parfois négocié des contrats à 3 ans, dans les grosses copropriétés qui ne sont pas des abonnés qui bénéficient du prix tarifaire tout de suite, immédiatement, ou du tarif réglementé puisqu'ils sont déjà trop gros, ces gens-là pouvaient encore avoir des contrats qui duraient 3 ans. Hein. Donc l'effet, nous on se positionne à l'instant T sur le tarif du gaz et il y a un effet retard vis-à-vis des gens qui sont pas. Mais très rapidement, on a commencé à voir arriver des gens qui disaient mais vite, raccordez-moi parce que au niveau de la copropriété, ça va devenir insoutenable puisque les prix sont ceux que tu exposes. Donc voilà ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on est assis sur heureusement des ressources et on l'a vu pour 80% qui ne sont pas dans le cycle des énergies fossiles. Donc c'est un vrai avantage pour nous. Malgré tout on reste dépendant sur 20% du cycle des énergies fossiles qui sont toutes interconnectées les unes aux autres malgré tout, puisque quand le prix du charbon il est quelque part corrélé au prix du gaz, qui est quelque part corrélé
le prix de l'électricité corrélé au prix du gaz. Donc il y a un sous-jacent qui est le gaz qui est quand même assez puissant. On subit aussi les grandes ruptures des chaînes d'approvisionnement, puisqu'en fait l'Europe était totalement orientée vers la Russie pour ses approvisionnements en charbon, pour son approvisionnement en gaz. Et le charbon qui est utilisé pour partie dans nos outils, il doit avoir des caractéristiques techniques très spécifiques. Donc tout le monde s'est retrouvé à vouloir avoir du charbon sud-africain ou colombien au même moment. Et donc il a fallu retrouver des opérateurs qui soient capables d'aller rechercher les produits de façon très lointaine. Donc on reste exposé pour le charbon à ces aléas, on reste exposé pour le gaz aussi. Alors le service par exemple avait contractualisé, finalement le sentiment que j'en ai, c'est qu'on est passé d'un système énergétique relativement abondant qui s'équilibrait, en disant le système est équilibré, donc vous aurez de façon facilement accès à l'énergie, à un système qui est devenu un système de pénurie. Je vais prendre deux exemples. Donc, nous, on avait l'habitude de contracter nos contrats de gaz pour 1 an, parce que de toute façon, on pouvait faire remettre en concurrence tous les opérateurs et qu'on trouvait toujours un opérateur qui allait nous donner le prix du marché du gaz plus un petit spread. Et puis maintenant, on sait que, alors cette année ça marche encore, mais à partir de l'année prochaine, de toute façon, les opérateurs nous disent, mais nous, on veut plus de vous. Ah, donc vous appelez les grands opérateurs nationaux, ou vous appelez Total, etc. Et ils disent, mais on ne veut plus de vous. Et pourquoi? Parce que vous êtes thermosensible. Donc moi, en tant qu'opérateur, je prends maintenant, là où j'ai acheté l'énergie à 5 €, je l'achète à 200, 300 €. Si vous ne prenez pas mon bandeau, je me retrouve avec une énergie que j'ai achetée 200 à 300 €, mais de toute façon, je vais pouvoir la revendre avec les aléas de marché. Mais si ça tombe, je pourrais la revendre avec le bouclier tarifaire, le tarif réglementé qu'à 100 € ou pas. Et donc, je perds un argent fou. Donc, vous n'êtes plus un client valable et donc je ne veux plus de vous. Donc, ça veut dire que nous, à un moment donné, alors que le gaz était la dernière énergie ou le charbon, les dernières énergies qu'on employait, on va devoir peut-être changer à un moment donné notre positionnement pour dire comment je mets cette énergie-là en bandeau pour ne pas avoir un spread d'achat qui de 1 € est passé à 11 €, 15 € du mégawattheure. Donc c'est devenu une gymnastique complexe, je trouve complexe, et le sentiment que j'en ai, c'est qu'on est passé pleinement d'un système de l'abondance où on faisait finalement un peu sauter à la corde, passez-moi l'expression, les énergéticiens. On disait, bon, combien tu me fais? 1 €, j'en veux pas, je vais le prendre à 0,5 de spread. Donc le marché international plus 0,5, à des gens qui disent, on veut plus de vous. Voilà. Sur le marché de l'électricité, alors est-ce que CCIAG, par exemple, fera un super profit? D'abord, notre contrat, il est encadré dans ses marges par des mécanismes de régulation. Et donc, si le contrat est surrentable par des effets d'aubaine, de toute façon, il y a une redistribution progressive de la marge jusqu'à capter l'ensemble de la rentabilité et la rendre attractive. Donc, nous, on a un mécanisme de régulation qui va jouer son effet cette année. Puisqu'on va rendre quasiment 5 € du mégawattheure par usager consommé. Cette rentabilité, on l'a obtenue cette année, non pas tant sur les prix, ou l'année passée, pardon, sur les prix de l'énergie, on l'a essentiellement obtenue sur l'effet d'aubaine généré par le prix de l'électricité, notamment par une des turbines qui nous vend l'énergie sur la base d'anciens contrats adossés au gaz, etc. Voilà. Mais sinon, on n'a pas vocation à être dans une situation de super profit. 1, parce qu'on est régulé. Et 2, on se dit, mais finalement, on est devenu un service de plus en plus électrogène et dépendant
notre rentabilité dépend de 2 machines, de deux turbines. Et donc, j'ai l'impression quand même que les systèmes énergétiques, je ne sais pas pour toi, mais pour les utilisateurs, nous on est un utilisateur intermédiaire, on transforme de l'énergie primaire en de la thermie. On a l'impression d'être quand même sur un chemin étroit et de pas trop, voilà, d'avoir changé de paradigme. Bien. On passe à une autre question, Daniel, puis Patrick. Je voulais parler de sécheresse hydrologique, et surtout dans le domaine de la prolongation des effets. Évidemment, ça ne même pas être cet été, mais est-ce que ça se prolonge et est-ce qu'on a des ordres de grandeur? Alors, j'ai pas le chiffre de DF, mais ça va se trouver facilement sur les impacts hydroélectriques. Nous, sur nos centrales, on est sur 2022, à date là, 20% de moins que ce qu'on a produit en 2021. Voilà. Donc oui, l'effet sécheresse se voit bien sur la production hydroélectricité. Voilà, bon, sachant que je dis ça, mais en fait, le début de l'année était plutôt bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cumul de moins 20% par rapport à 2021, on l'a fait quand même essentiellement depuis le mois de juin. Voilà. Donc oui, l'impact est direct. Voilà. Après, est-ce que... alors nous, on n'a pas de centrale à réservoir, on n'est que ce qu'on appelle fil de l'eau. Même nos centrales que j'ai vues là de haute chute, elles sont au fil de l'eau. Donc on n'a pas d'effet stock d'eau et manque de stock d'eau et de stock à reconstituer, ce qui n'est pas le cas des barrages réservoirs d'EDF. On pense que s'il y a un automne normal, des précipitations en octobre, en novembre, ça peut repartir vite en fait. On n'a pas d'effet finalement cumulé qui se prolongera. Voilà. Après, c'est assez corrélé à la météo des 4-5 derniers mois, on va dire. Voilà. Après, l'effet stock pour nos centrales à nous, il joue plus sur les productions au printemps, en fait, où nos centrales, finalement, une bonne partie de l'eau finalement qui est turbinée vient de fonte des neiges ou fonte des glaciers. Voilà. Et donc là, si les cumuls de neige ont été pas très importants pendant l'hiver, là, du coup, ça réduit la production du printemps. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on produit pas beaucoup en ce moment que s'il pleut en novembre, on se remettra à produire beaucoup en novembre. Merci. Bien. Merci pour vos présentations. On voit que votre métier est devenu un métier à risque. Une question pratique. Supposons que j'ai un appartement à Grenoble. Est-ce que demain, je peux me connecter au réseau de chaleur? Dans quelles conditions? Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez reprendre une grande partie de la consommation de la ville, ou de la métro, plus exactement, à partir d'un réseau de chaleur? Qu'est-ce qu'il est capable de fournir? Parce que ce réseau, il n'est pas extensible. Il n'est pas extensible, mais en même temps, on a deux phénomènes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'impact du réchauffement climatique qui est réel. Par exemple, on mesure, avec des données, des caractéristiques un peu techniques, qui s'appellent des degrés jours unifiés. Donc, c'est le nombre de jours où la température est en dessous de 18 degrés, etc. Et tous les ans, on perd 11 DJU. Donc, on a 2300. Donc, tous les ans, la tendance qu'on a fait faire avec Météo France, c'est de dire c'est moins 11 DJU. Donc, c'est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, nous, on avait plutôt une démarche qui était de dire la perte de rigueur climatique est plutôt autour de 7 jours par an et le phénomène il est beaucoup plus intense. Donc, ça veut dire que s'il fait moins froid, on peut mieux placer, on peut prendre davantage de gens. Le deuxième sujet, les réseaux de chauffage ont ce qu'on appelle une attrition naturelle parce que, entre guillemets, parce que le deuxième sujet, sont les économies d'énergie. Les gens isolent. Et il y a un fort levier, un effort important sur l'isolation. Donc on estime qu'on perd à peu près 1% de services à fournir par an du fait des isolations.
Donc globalement, la stratégie des réseaux de chaleur, c'est de dire il faut que je compense l'attrition du service en raccordant des gens. Donc ce qui permet finalement de garder une infrastructure à une taille telle qu'elle a été dimensionnée par le fruit de l'histoire, et de dire je raccorde, et de toute façon j'arrive, mon érosion est compensée par les nouveaux clients qui rentrent dans le club ou dans le service. Alors, sa concurrence, bien sûr, le gaz, qui est la première énergie qui est utilisée. Donc il n'y a pas de sujet sur est-ce que sur Grenoble on est capable de raccorder dans la partie dense les gens. Oui, il reste de la place et le rythme auquel on raccorde finalement est tout à fait compatible avec le dimensionnement du réseau. Très bien. Bon, Patrick? Oui, merci de votre présentation. Une question qui est naïve et qui peut paraître polémique, mais vous avez évoqué les complémentarités, les collaborations entre vos deux entreprises. Est-ce qu'on connaît le modèle des Stadtwerke en Allemagne et en Suisse? Est-ce que vous verriez un intérêt, parce que c'est vrai qu'il y a des questions de concurrence, de complémentarité, vous avez des clients potentiellement communs, vous gérez des sources d'énergie. Est-ce que vous verriez un intérêt à une intégration en fait des deux entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens? J'ai une deuxième question qui renvoie aussi à cette dimension de complémentarité. Il est beaucoup question de biomasse, vous évoquez l'utilisation du bois pour les chaufferies. En même temps, les forêts, c'est un moyen de séquestrer du carbone. Et dans les visions zéro net émission, il faut équilibrer le puits de carbone et l'utilisation d'énergie de la biomasse. Comment vous gérez cette difficile question de la valorisation, je dirais, optimale du potentiel de biomasse entre produire de l'énergie pour séquestrer du carbone et puis ensuite cette biomasse, qu'est-ce qu'on en fait? Des solides, des gaz, des liquides? Alors c'est un vrai sujet de dire finalement, pour l'instant, on a une vision de dire le bois ne génère pas de CO2 parce qu'on est dans un cycle du carbone plus court. Mais bon, il y a quand même du CO2. Donc nous on travaille sur des sujets, on voudrait travailler sur des sujets qui soient à la captation, parce qu'on a quand même de gros volumes à la sortie de la cheminée des usines, et donc on souhaiterait, au-delà du fait de dire on est sur un cycle court, donc on n'est pas dans le grand cycle du CO2 par ailleurs, mais on voudrait quand même pouvoir travailler sur les sujets de captation à l'origine. Après, le deuxième sujet que vous évoquez qui est la taille et le gisement. Le gisement est-il suffisant? Donc pour l'instant, on n'est pas à un niveau de prélèvement qui soit incompatible avec le milieu naturel. D'ailleurs, on dit plutôt que la forêt a tendance à grossir puisqu'il y a une déprise agricole et que les espaces forestiers ont tendance à s'agrandir. Donc, nous, on n'a pas le sentiment aujourd'hui d'être dans un système de prélèvement trop important. Et puis, troisième sujet, avec l'une des usines qu'on veut, que la métropole va restructurer, c'était une des propositions qu'on leur a faites, qui est l'usine de la Poterne. On va plutôt glisser du bois naturel au bois déchet, c'est-à-dire le bois qui est dans sa fin de vie et qui est un bois qu'on récupère des déchetteries, etc., et qu'on retransforme en combustible. C'est aussi une approche qui, pour nous, a vocation à pas prélever sur le milieu naturel de façon trop intensive. Comment? Le bois déchet, on fait quoi sinon? Sinon, le bois déchet, il était enfoui. Du coup, c'est positif pour le carbone. Comment? Du coup, c'est positif pour le carbone. Oui. Alors on peut se dire que le mobilier il va être transformé par le bois qu'on abat et que nous le mobilier on le retransforme et plutôt que de prendre tout de suite dans la forêt on le prend plus à l'aval après un deuxième cycle de vie. Moi, je vous répondrai comme ça. Après c'est sûr qu'une réaction exothermique ça produit de combustion ça produit pour l'instant du CO2 et donc maintenant, aujourd'hui, ce bois il était soit enfoui,
soit il était exporté pour faire de l'énergie en dehors de la France, puisqu'il n'y avait pas de gisement, plutôt dans les pays nordiques, ou il était réutilisé par les panneaux pour partie pour refaire du mobilier. Mais il était en grosse partie enfoui. Alors peut-être qu'après sur l'intérêt de... Oui, sur l'intérêt d'un rapprochement, c'est le modèle en fait très connu. Tu le citais en Allemagne, aussi en Autriche, en Suisse aussi, avec les services industriels, Lausanne, Genève, etc. Donc des modèles qui sont très intégrés, même qui dépassent l'énergie d'ailleurs, parce que souvent ils font aussi de l'eau, des transports, etc. Oui, moi je pense qu'il y a un intérêt industriel à faire, parce que on voit qu'on est sur des enjeux de transition énergétique qui sont systémiques. Il y a des connexions entre le gaz, la chaleur, et quelque part se dire finalement on raisonne en essayant de faire un optimum global plutôt que faire des optimums séparés. Il y a certainement un intérêt, et pour les entreprises, pour le territoire. Voilà. Après, ça c'est une vision un peu théorique ou un peu industrielle quand on voit ce qui se passe à côté. Après, chaque entreprise, elle a aussi ses actionnaires, il y a aussi des politiques énergétiques derrière. Les actionnaires sont différents. Côté GEG, c'est Engie, chez toi, c'est Dalkia, donc c'est pas... Voilà, donc il faut que les actionnaires aient envie aussi pour que... Il y a le statut des personnels qui est différent aussi. Oui, mais c'est pas un vrai statut, c'est pas un vrai problème. Ça, c'est pas... c'est pas... J'aurais envie de rebondir sur ce dont vient de parler Christine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un choix qui est à la main des décideurs publics locaux, puisque nous sommes deux SEM. Donc, c'est avant tout nos décideurs publics locaux qui doivent décider de comment ils veulent structurer une politique de l'énergie sur leur territoire ou pas. Pour l'instant, c'est vrai que ça a été structuré comme deux outils côte à côte, qui ne se parlaient pas toujours, parfois qui étaient en compétition, l'un par rapport à l'autre. Est-ce que là, cette compétition était au bénéfice de l'usager? Pas forcément, c'était plutôt une compétition, je dirais, capitalistique, on va dire, ou de capitaux. Alors, est-ce qu'il faut rapprocher les deux entités? Peut-être qu'on peut se dire, que font les autres? Et ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a des sociétés qui sont plus intégrées sur le reste du territoire et qui réussissent bien. Strasbourg est plus intégré, Metz est très intégré. Et Metz est très performant, tout se fait dans ce qu'ils ont pu construire. Ça veut dire que vous rapprochez les services support, vous diminuez donc forcément les coûts de structure, donc c'est un avantage pour l'usager. Après, on entend souvent, oui, mais en fait, on ne peut pas vous rapprocher parce que vous allez avoir un statut trop préférentiel qui est le statut IEG. Ça, c'est totalement faux. En fait, une société, elle peut avoir des salariés à plusieurs statuts. Il suffit que l'établissement soit autonome, et auquel cas le statut, il est là pour les déchets. Donc, on pourrait très bien avoir un statut déchets chez nous, et un statut thermie à côté. Et les résultants, d'ailleurs, je ne sais pas si tous tes salariés sont IEG, toi. Non, pas tous. Ouais. Donc, c'est pas un vrai débat. On peut très bien refilialiser, ça, c'est pas le vrai débat. Dire, vous allez tous sous un statut IEG, c'est un débat qui permet de ne pas ouvrir le débat. Donc voilà, on a réussi, est-ce que j'ai eu l'occasion de le dire jusqu'à maintenant, très récemment, auprès de certains décideurs locaux, jusqu'à maintenant, par exemple, la compagnie de chauffage a très bien réussi à naviguer en mettant en concurrence tous les énergéticiens, en mettant en concurrence EDF, en mettant en concurrence GEG, Total, etc. Aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Et je m'interroge sur le fait de dire, est-ce que notre situation, dans ce contexte-là, est-elle soutenable et durable? Voilà. Parce que si on a des opérateurs qui disent, mais nous, on ne veut plus vous livrer en gaz, ça va devenir problématique. Voilà. Mais après, c'est une décision éminemment politique et de stratégie politique du territoire.
je voulais faire une intervention avant votre. On a un enjeu qui est d'arriver, je ne sais pas si c'est 2050, 60, 80, j'en sais rien, d'arriver à effectivement une émission nette de nulle. Bon. J'étais très intéressé de la réaction de ce que disait Christine tout à l'heure, qui était de dire, en fait, est-ce que la clé pour réussir une transition énergétique, ce n'est pas le local, plutôt qu'à des niveaux plus élevés. J'ai cru comprendre qu'au niveau du local, on peut arriver à discuter avec la population, etc. Enfin bon, qu'on pourrait monter quelque chose. Et donc, si la dimension locale est vraiment importante, ma question c'est, est-ce qu'au niveau national et européen, ce niveau local est reconnu comme tel? Alors, je pense que cette question finalement, parce que le sujet c'est, on a un objectif à long terme et comment on se donne les moyens de réussir. Voilà, je pense que cette question et cette perception de l'écart entre les objectifs qu'on se fixe tout le temps et les feuilles de route, la réalité, en fait, finalement, je pense que le constat est fait. Bon, là, dans le nouveau gouvernement a été décidé de mettre en place, alors finalement c'est une solution et on sent que c'est pour répondre à cet écart-là, un secrétariat à la planification écologique, voilà, qui a été très porté par le Shift Project. Alors je ne sais pas si c'est le Shift Project ou Jean-Marie Jancovici, cette idée de planification écologique, et du coup il y a un secrétariat qui est créé, rattaché au niveau du Premier ministre. Voilà, alors bon, ou bien c'est finalement une vision, alors pour moi ça répond à cette perception d'écart, voilà. Alors moi j'espère que ce ne sera pas une vision très jacobine, trop centralisatrice finalement, qui refera des feuilles de route, des indicateurs, etc., mais qui fera que constater qu'au final ça... Voilà, donc je pense que ce qui est plutôt important, oui, après je pense que toutes les mailles sont importantes. Je veux dire, c'est important d'avoir une maille de politique nationale pour fixer les grands... C'est important d'avoir une maille régionale, c'est important d'avoir une maille locale. Après, ce qui est important, c'est d'organiser le dialogue finalement, la cohérence entre toutes ces mailles, le dialogue entre ces mailles, et d'avoir et d'ouvrir à chaque fois des capacités de négoce. Parce que si vous avez l'État qui dit on veut tant d'éoliens terrestres et puis que les populations locales, c'est on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, voilà, à un moment donné, il faut bien arriver à avancer. Et moi, je suis convaincue que finalement, avoir des opérateurs, des acteurs qui sont capables de faire des projets de territoire et trouver des contreparties, donner du sens à des projets d'énergie locaux, c'est certainement plus payant et plus facteur de succès qu'une planification. C'est-à-dire que le bottom-up est important. Ah bah ouais, moi je pense que parce qu'en fait l'échelle des projets c'est le local, et donc c'est hyper important d'avoir. En fait, je pense qu'il y a des refus, des réactions, ou des gilets jaunes, etc. C'est parce que les gens ils ont l'impression de ne plus avoir prise, et que Paris décide pour eux avec des impacts pour eux sans forcément. Donc c'est important de redescendre un peu pour entendre tout ça et construire des choses. Voilà. Et nous, moi ce que je vois, c'est que finalement dans la manière, oui je parle parce qu'en fait ça parle de mes projets, tout ça, et c'est, je pense que finalement la maille locale c'est une bonne maille pour réussir à conduire cette négociation-là et cette concrétisation-là. Voilà. C'est pas la seule, mais je pense que c'est une maille essentielle qu'il ne faut pas rater en fait. Voilà. Oui, il y a encore deux questions que je vais laisser. Oui, il y avait Gilles qui avait levé. Oui, après Gilles. Oui. Oui, c'est pour Christine, du coup, sur tu parlais de production annuelle de 320 GWh d'élec par an. Du coup, la consommation des clients, ça représente quoi? Alors, la conso 2021 ELEC, c'était 468 TWh. Alors, production nucléaire, 320 TWh, c'est production nucléaire. Voilà. C'est des clients GEG. Ah non, nous... Ah, pardon, excuse-moi, c'est parce que j'ai... Ouais, déjà... Moi, je veux comprendre la quantité d'énergie que vous achetez finalement. Alors, la consommation des clients qui sont au tarif réglementé à Grenoble, donc il y a des particuliers, des petits pros, des commerçants, etc., c'est 350 GWh. Okay. Voilà. Et après, on livre aussi 1 TWh de consommation en offre de marché. Voilà. Donc,
avec auprès d'une clientèle grande collectivité locale et industrielle ou PME, PMI, voilà, et pas mal en dehors du territoire. Donc, voilà. Donc il demande 30 gigawattheures pour le tarif réglementé. Ouais, alors après la mécanique, ça fait lien avec la mécanique des super profits. On a des mécaniques de valorisation un peu différentes. Voilà, des contrats à la production ENR, en fait, c'est ce que tu expliquais. Hein, finalement, aujourd'hui, elle est valorisée pour nous essentiellement par des contrats qu'on appelle d'obligation d'achat, donc complément de rémunération. Finalement, c'est des contrats en gros qui garantissent un prix sur des durées de 15 à 20 ans. Et qui ont été mis en place en fait pour permettre l'investissement dans les ENR. Alors typiquement les prix de ces contrats, alors ça c'était avant l'inflation parce qu'en ce moment il y a une grosse inflation, on va dire on était autour de l'échelle de prix c'était 65 € du mégawattheure pour de l'éolien ou du solaire, plutôt 80 € du mégawattheure pour de la production hydro. Voilà. Donc globalement c'est à ces prix-là finalement qu'on valorise l'énergie, donc en pratique on ne fait pas de super profit. Voilà. À l'inverse, aujourd'hui, toute la production ENR de France qui est sous obligation d'achat, elle rapporte beaucoup à l'État. Voilà. Elle rapporte beaucoup et là a été annoncé par Bruno Le Maire sur le bouclier tarifaire qui allait coûter 34 milliards en 2023 en ELEC. Il y en a 19 milliards qui sont financés par les gains réalisés sur les ENR. Voilà. Donc, mais du coup, voilà, finalement, il y avait une mécanique où les super profits entre guillemets, on va dire la survaleur plutôt des ENR dans le contexte actuel. Pourquoi une survaleur? Parce que finalement l'énergie elle vaut le prix du gaz alors qu'elle produise à un coût complètement indépendant, voilà. Et elle est redistribuée donc en fait c'est les ENR qui soutiennent les énergies fossiles. L'acceptabilité du coût de l'énergie fossile est soutenue par le oui, alors oui, tu as le prix tarifaire ELEC aussi, ouais. Oui, bon après c'est... On va laisser la parole à Gilles maintenant. Merci pour vos présentations et puis surtout la franchise avec laquelle vous parlez, et je trouve que c'est vraiment très important de pouvoir le faire. Moi j'ai une question un peu sur les modèles économiques. Alors, je vais simplifier un petit peu les choses en disant, d'un côté, on a compagnie de chauffage qui est à la fois producteur, distributeur, fournisseur. De l'autre côté, on a GEG dans son ensemble qui est producteur, fournisseur et sur une zone géographique précise qui est le périmètre de Grenoble, distributeur. Et puis, un troisième modèle qui n'est pas représenté ici, mais qu'on pourrait dire le modèle un peu Enedis, où dans des territoires, on a Enedis qui est simplement distributeur, une offre publique-privée principale, mais aussi des syndicats d'électricité départementaux qui jouent un peu le rôle que tu as exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle de producteur, qui vont investir dans la production, mais qui ne contrôlent pas le réseau comme GEG peut le faire sur son territoire. Et on voudrait savoir, là, à votre avis, dans ces trois gradations de l'intégration, quel est si on comprend bien le rôle, la relation au territoire que vous avez et son influence sur la production, ça apparaît très clairement dans vos deux présentations. Je voulais savoir si, en tant que distributeur, il y a des choses que ça vous a permis de faire des choses supplémentaires que si vous aviez été des simples fournisseurs. Je veux dire, dans l'accompagnement de la transition, dans la démultiplication des projets renouvelables. Qu'est-ce que votre fonction de distributeur vous donne, vous apporte de plus? Alors sur le modèle d'activité, déjà une conviction, je pense que, ça tombe bien, on l'avait engrangé depuis plusieurs années, mais je pense que le modèle de fourniture pure, il a un peu du plomb dans l'aile, et je pense que finalement avoir une stratégie, alors après avoir nous comment on arrive économiquement à faire le lien quand je parlais parce qu'il y a plein de contrats et de contraintes réglementaires entre les deux, mais en tout cas, ça fait sens quand on est vendeur, d'être aussi producteur. Voilà, donc quelque part, nous aussi, quand on vend de l'énergie, de l'électricité à un client, on est capable de lui dire aussi, on ne fait pas que lui vendre, on en produit, puis on en rajoute en plus, on en rajoute chaque année. Voilà.
Donc c'est hyper important de faire le lien entre les deux et d'avoir les deux. Après, sur le lien proximité-territoire, déjà parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la production, mais sur la vente en fait et sur la relation, ça fait beaucoup de sens aussi. Enfin, je dois dire, à Grenoble, on a des agences. Et c'est pas du gadget, c'est pas des vitrines, enfin, elles sont très utilisées. On a 60 000 clients par an qui viennent à l'agence Vaucanson et on a 20 000 clients qui viennent à notre agence Europol. Voilà, et tout ça, ça a beaucoup de sens, notamment toutes les démarches d'accompagnement, par exemple des clients en difficulté, au lendemain de la crise Covid, des gens qui au téléphone n'arrivent pas à régler leur sujet, et alors par mail encore moins. Et donc ça, il y a du sens aussi territorial à finalement savoir parler énergie aux gens proches de chez eux. Voilà. Et puis non, mais sur la distribution, après, je pense que ça nous permet d'être capable de porter, parce qu'on a une petite maille, et finalement les mailles de décision, elles sont courtes et elles sont raccourcies, de tester des démarches innovantes. Voilà, et je pense que c'est pas un hasard si Greenlist, que tu connais bien, qui était finalement un premier test, grandeur nature des compteurs communicants, il a été fait notamment à Grenoble, et beaucoup à Grenoble, en termes de tests, on va dire, d'outils, puis aussi d'acceptation, de réactivité, de réaction des usagers, tout ça. Voilà, Métro Énergie, c'est aussi un exemple d'outil qui a été développé et qui maintenant est porté par la métropole. Voilà, et qui se fait parce que finalement il y a cette capacité de dialogue multi-acteurs. Puis je dirais en plus profiter, alors ça je pense c'est vraiment une spécificité aussi grenobloise, finalement il y a vraiment un écosystème hyper intéressant, parce qu'il y a plein, bon, on est dans une école aujourd'hui, mais il y a plein d'écoles, il y a plein de labos de recherche, il y a le CEA, il y a des industriels, il y a Schneider, il y a, voilà, Métro Énergie typiquement, elle avait travaillé avec Atos, qui était aussi à Grenoble. Voilà, donc c'est sûr que quand on a un distributeur, un informaticien, une métropole, voilà, et finalement qui en circuit court un peu, ça permet de faire émerger des outils comme ça. Voilà. Je vais laisser une dernière ou avant-dernière question à mon voisin. Plutôt question intervention. Donc Vincent Pesto, je suis adjoint à Grenoble et président de Gaz Électricité de Grenoble. Et donc je voulais qu'on mesure bien la chance qu'on avait finalement dans la métropole et dans la ville ici, d'avoir ces deux opérateurs en matière de résilience territoriale. Aujourd'hui, ce n'est pas un vain mot. On a vu d'ailleurs qu'on était en interconnexion avec plein de sujets, des déchets, de l'assainissement. Voilà, donc cette question énergétique locale, elle touche à beaucoup d'enjeux. Et quand on fait de la cogénération de pointe, il faut le souligner, on fait en même temps de la chaleur, de l'électricité avec du haut rendement. Et donc tout ça, ça a beaucoup de sens, il me semble. En matière d'innovation, ça a été dit, j'insisterai sur la question de la précarité énergétique, qui est quand même un sujet majeur aujourd'hui et pour lequel, là encore, les acteurs, donc compagnies de chauffage, GEG, avec d'autres, ont pu soutenir et déployer avec le CCS de Grenoble une action extrêmement intéressante vis-à-vis des ménages les plus en difficulté pour donc éviter des factures qui deviennent ingérables ensuite. Donc ça c'est aussi, je pense en termes de retomber sur le territoire, quelque chose de fondamental et qu'il faut bien entendu soutenir. Et le dernier point, je dirais que par rapport au bouclier national, parce que le bouclier énergétique, il est fondamental, important, c'est quand même la fiscalité, c'est quand même les impôts qui financent, et donc on voit bien que c'est non durable, parce que on peut faire un coup, deux coups, jusqu'à quand? Et donc la question c'est de mettre en place des opérateurs et des systèmes qui, eux, sont durables, un réseau de chaleur, des opérateurs comme GEG qui là, sont des réponses, à mon avis. On peut même dire que, finalement, ces actions-là qui viennent d'être présentées, elles évitent à la nation d'avoir à mettre en place un bouclier. S'il n'y avait pas de réseau de chaleur, il y aurait des consommations de gaz et d'électricité supplémentaires et qui sont évitées par la présence. On parlait de 700 GWh, 760 GWh, c'est pas mince en termes de soutien dans un bouclier. Et donc, moi, je conclue sur un bouclier local qui est mis en place grâce à ces opérateurs et qui me semble fondamental donc, à observer et à développer, évidemment.
Merci. La toute dernière question. Oui, alors juste pour information, on est en train de poser une centrale de 175 kW crête sur le toit, et on est en train de travailler avec GEG pour en faire finalement, si je comprends bien, la deuxième opération. Ici, hein. Oui, oui, la deuxième opération d'autoconsommation collective à l'échelle de la ville, et ça c'est pour moi c'est une formidable expérimentation des circuits courts énergétiques, donc ça m'intéressait d'avoir votre vision en fait. Sur l'autoconso collective, Ouais. alors nous on a fait une opération, on a une opération d'autoconsommation collective donc sur le bâtiment ABC. Alors, je pense que c'est à la fois intéressant et à la fois il y a des limites. Je pense que c'est intéressant parce que c'est le circuit court, ça permet de finalement rapprocher pour le coup. Je disais tout à l'heure le sujet de la production d'ENR, de la consommation, et ça fait sens en fait. Parce qu'on voit qu'il y a trop d'écart entre les deux et que c'est pour ça peut-être qu'on a du mal à avancer sur le développement des ENR. Donc voilà, donc c'est très bien. Après, le montage contractuel, alors j'ai pas regardé s'il avait bougé depuis l'époque où on avait monté le nôtre, mais voilà, il va falloir que vous mettiez un peu d'huile de coude dans le montage contractuel parce que voilà, il est trop complexe en fait. Alors il va séduire en fait les passionnés, des gens qui sont hyper motivés. Voilà, monsieur tout le monde, ça va être compliqué de faire rentrer monsieur tout le monde là-dedans. Remarque là, en tant qu'expérimentation, en tant qu'acteur patrimonial, c'est-à-dire les universités sont à la fois producteurs, consommateurs, donc ça simplifie. Ah oui, ça simplifie. Et en fait, il y a un énorme potentiel, parce qu'il y a une étude qui a montré qu'il y a près de 10 gigawattheures de potentiel possible sur le toit de l'université. Oui. Et qu'en fait, on peut en rattraper 5 par autoconsommation, et les 5 autres, on peut les attraper par autoconsommation collective, et là, ça simplifie le schéma, puisqu'on n'a pas cette complexité avec des multi-acteurs. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, il est presque 2 heures. On a remercié les